Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deuxième semaine après la rentrée scolaire, on peut encore parler de l'éducation et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Madame Madeleine Bégon-Forsett qui va justement nous parler du système éducatif haïtien et le bilan aussi qu'elle a pu faire après la rentrée scolaire, ratée pour certains, mais rentrée quand même. Bonjour Madame, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, c'est un plaisir. Et vous êtes éducatrice, vous êtes aussi experte en éducation apparemment. Vous avez vécu pendant longtemps au Canada. Oui. Vous avez jugé bon de revenir pour vous impliquer à fond dans l'éducation et avec tout ce que cela comporte comme conséquences, difficultés et plaisir aussi. Intrigue aussi. Beaucoup d'intrigues, beaucoup de... Je disais dimanche dernier, lors d'une entrevue accompagnée de Mme Franck Paul, Mme Paul nous disait qu'on ne peut pas parler de système éducatif quand on veut considérer ce qui se passe en Haïti au niveau des écoles. Donc moi, j'irais un petit peu plus loin. Je dirais que d'après mes observations, d'après mes études et mes analyses et mes expériences, tant dans le système haïtien que dans le système canadien-québécois, moi, l'éducation haïtienne, tant qu'on drap, pour qu'on ait un drap et les maris salopes là, un genre de couverture avec plusieurs petits morceaux de tissu disparates. Donc, le système éducatif haïtien, pour moi, est à l'image de ce drap-là où on retrouve un petit peu de tous les drapeaux et vraiment pas beaucoup du drapeau haïtien parce que notre système ne forme pas de nationaux. Nous formons des produits exportables, des produits jetables, mais pas d'haïtiens, de nationaux. Disons, nous ne formons plus de nationaux si on regarde ce qui se passe maintenant dans les écoles et ce qui est géré par ce qu'on appellerait le ministère de l'Éducation nationale. Je souligne plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de système. Non. Il n'y a pas de système éducatif, sinon il y a quoi? Il y a un bagaille. Il y a un bagaille, une espèce de mélange, de melting pot qui a des relents de l'Union européenne, des relents du Canada, des relents des anciens colons, les Français, mais nous n'avons pas de système éducatif haïtien. Moi, retenu un autre bagaille tout, ou dit ça, il y aurait le ministère de l'Éducation nationale? Parce que pour moi, c'est une boîte qui ne gère, on va dire, quasiment rien et qui s'arroge le droit d'attendre les enfants qui ont été abandonnés pendant 16 ans au bout du chemin pour poser un genre de sanction. Le ministère n'est pas présent dans la vie scolaire, dans les apprentissages, dans les conditions d'apprentissage, dans les manuels, dans la formation des professeurs. Comment le ministère peut s'ériger en sanctionneur puisqu'il n'a pas été présent pour garantir l'homogénéité des apprentissages? Comment peut-il administrer un examen homogène à tous les enfants? C'est méchant, c'est injuste et c'est génocidaire. C'est un système organisé autour de l'échec de notre jeunesse. J'ai aussi souligné une autre considération. Vous avez parlé d'enfants non nationaux qu'on est en train de former. Si on ne forme pas de nationaux, on forme... Qu'est-ce qu'on forme? On forme des choses, des êtres, des individus qui, même pendant leur période de formation, commencent déjà à réfléchir sur qui côté au aller. Après leur fin d'étudier, qui route y a fait, alors que ce n'est pas normal
qu'on investisse autant. Donc ça veut dire que nous n'avons pas formé des nationaux. Des nationaux, des gens qui ont un sentiment d'appartenance à terre, ça, qui remettent assez pour dire qu'ils ont arrêté la donne, ils ont vivre la donne, pour qu'ils travaillent pour lui, pour qu'ils développent. C'est pour ça, depuis, on est en période de maturation du système éducatif, depuis surtout c'est l'ouverture. Vous savez, pendant la période de l'esclavage, c'était interdit d'apprendre à lire. Et lorsqu'on attrapait quelqu'un qui apprenait à lire, si c'était un nègre, on le pendait. Si c'était un mulâtre, il recevait 150 coups de bâton. Donc, entre cette période avant l'indépendance, maintenant, quand on est arrivé en 1796, avec Toussaint Louverture, qui a essayé de mettre des services éducatifs à la disposition de la population, donc nous avons fait du chemin. Nous avons fait du chemin. Il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu plusieurs réformes. Et maintenant, nous sommes en 2016. C'est un peu étonnant de voir que des gens qui ont étudié, qui détiennent des doctorats en toutes sortes de choses, ceux qui ont construit ce boulevard qu'on appelle le système éducatif haïtien, avec toutes leurs connaissances, c'est vraiment étonnant de constater que personne n'a jamais pensé à la voie de service. Moi, c'est ce qui m'a interpellé pour justifier mon retour ici. Comment se fait-il que personne n'ait jamais pensé à la voie de service? Vous avez déjà conduit dans le système nord-américain ou américain. Quand vous manquez une sortie, vous continuez et vous savez qu'il y a une voie de service, vous allez contourner pour faire un U-turn, pour revenir, exit là, ou prendre prochain exit là, pour retourner pour prendre chemin. Comment se fait-il que si Toussaint Louverture avait pensé à mettre l'éducation accessible, comment se fait-il que jodi à la, yon ti moun qui quitte l'école en 5e année, ou bien en 6e année, ou même en secondaire 1, secondaire 2, bon ça c'est une autre histoire, l'histoire du secondaire, on en parlera un petit peu plus loin. Donc, comment ça se fait que ti moun ça, depuis qu'il quitte l'école en 5e, l'a mouri avec niveau 5e nan? Pas aucune structure d'accueil ou bien de retour qui vous permette li, par exemple, petit jeune, papa mouri, maman mouri, moun qui te kon paye l'école là pour li, il pas payer encore, et puis ou gen doit jeune petit moun, petit fille tombe enceinte, li quitter l'école. Donc, il pas aucun moyen pour le retourner dans le système, pour le continuer, pour le aller plus loin avec la ville. Parce que nous pas des citoyens. Son sens unique, qui ont allé sans retour, sans marche arrière. Nous prétendons, c'est comme si nous avons des gens qui ont conçu le système, ils pensent que tout Haïtien, tous les citoyens ont cette capacité ou bien ces habiletés à avoir une trajectoire droite. Ou commencer la première année ou bien le jardin d'enfants et puis ou supposé arriver dans philo. De pour pas arriver dans soi-disant philo ou sont ratés. Et puis ils sont ratés. Ils ont préparé échec là parce que ça qui passe là, c'est une préparation, c'est une programmation. C'est une programmation. OK. Mais maintenant positionnant, il y a des gens qui sont capables de dire que les radicaux, les extrémistes sont remis en question de tout ça qui existait, de tout ça que nous joignent. Mais ils sont capables de dire en même temps que le système, ce n'est pas tout simplement une création de l'homme. Il n'y a pas d'éléments là-dedans. L'élément, c'est le monde. Est-ce qu'on questionnait tout, ou est-ce qu'on remettait en question valeur qui composait le système ça? OK. Quand on parle du système, que signifie le mot système? Un système, c'est un ensemble d'éléments mis ensemble dans une certaine harmonie qui prend un certain résultat attendu. Le système digestif. Ou manger banane, et bon, me dit, mais manger banane, qu'on y a le premier pour le la politique. Quand on dit, mange uns avocats. OK. Il va la force ça. Spontanéité avec laquelle, ou la gueule là, il va la dire ça. Regardez, on mange uns avocats, système digestif, on prend les avocats en compte,
depuis l'embouchou jusqu'à ce que les filles prennent ça le besoin dans la bocaille pour jeter reste. Ça, c'est un système. Chaque organe agit et réagit en collaboration avec l'autre. Maintenant, dans ce qui se passe au niveau éducatif en Haïti, je crois qu'il y a deux bagailles, une connectée avec l'autre. À l'intérieur même de brassailles ça que y aurait l'éducation. Parce que on ne peut pas avoir un système éducatif où chaque monde qui vient, c'est peut-être samedi nous pas un système. Moi-même, les m'a regardé le système éducatif là, moi elle semble un drap, drap y aurait les maris salopes là. Tout le monde qui connaît de qui ça m'a parlé. Donc Français a venu avec programme li, avec projet li débarqué dans le ministère là 4 5 6, yo vini depuis une enveloppe brune qui gagne l'argent là-dedans, ministère prend. Suisse la vini, Belge la vini, tout le monde qui vini, yo prend parce que nous n'avons pas défini le système éducatif haïtien pour former des Haïtiens. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Après tout ça, il y a eu la première constitution de 1801. C'était clairement écrit à l'article 29 que l'éducation est obligatoire et gratuite, que l'État doit mettre l'école à la disposition de tous les enfants. Et c'est là qu'on a donné aussi l'autorisation à des particuliers d'ouvrir des centres d'éducation, comme on dit. OK? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc, ça veut dire si on suivait à travers le temps les différentes interventions, les différentes étapes et les différentes réformes qui ont eu lieu, donc on aurait beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant en 2016. Maintenant, qui ça pour faire qu'on est là? Qui ça a sauvé? Qui ça a sauvé? Regardez. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans le diagnostic ensemble, on a dénoncé, et puis ce que nous va proposer des pistes de solutions. OK. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de recevoir tout ce qui vient d'ailleurs et qui ne nous concerne pas, qui ne nous va plus. OK? Il y a eu, entre tous en l'ouverture, il y a eu la réforme, il y a eu Dessalines, qui lui aussi a mis l'accent sur l'éducation d'une certaine manière. Et ensuite, il y a eu les différents brassages, les différentes réformes. Donc, nous devons penser l'éducation haïtienne pour des Haïtiens, pour les citoyens que nous voulons voir évoluer dans ce pays, pour les citoyens que nous voulons voir prendre charge de ce pays. Donc, vous me demandez qu'est-ce qu'il faudrait faire. Pour commencer, il faudrait sortir la politique de l'éducation. Sortir la politique de l'éducation, ce n'est pas normal dans un pays où l'éducation sert d'outil, sert de je ne vais pas dire outil, non, je vais dire zam plutôt, parce que tout le monde qui a besoin fait pression sur l'autre groupe, il utilise l'éducation. Nous peut-être c'est le seul pays dans le Caraïbe là, bien que nous avons dit que nous avons besoin de faire comme si dans la Caraïbe, on a besoin de tant d'heures pour le fondamental, tant d'heures pour le secondaire, etc. Mais nous, c'est le seul pays côté que les responsables de centres d'éducation, si on veut, d'établissements d'éducation, nous ne sommes pas en mesure de planifier une semaine. C'est comme pour le reste du pays. On ne peut même pas faire de plan pour dans 8 jours. Parce que demain matin, on doit lever et puis à soir, entendre la nouvelle, JBP a dit pas prendre la rue, syndicat a dit pas prendre la rue, tout le monde dit pas prendre la rue. Et puis, c'est l'école qui est cop. Et puis, ils ont amusé eux-mêmes pour dire, maman, pas vos petites l'école. Alors que l'école haïtienne est déjà sous embargo. L'école haïtienne est déjà prise en otage par ceux qui la manipulent et maintiennent la jeunesse haïtienne dans cet état de délabrement total. Parce que ce n'est pas un accident. Ce qui arrive maintenant là, ce n'est pas un accident. Alors, ça me comprendre, c'est le fait qu'on dit que l'école est prise en otage par la politique. On imagine par exemple, alors comment dissocier, comment retirer l'école là sous le joug politique là. Et là, c'est lorsque nous avons l'État qui a fonctionné pour nous penser à ça. Justement, il va falloir repenser l'État. Et à l'intérieur de cette reconsidération générale qu'il faut faire de l'État, il faut repenser l'éducation.
l'éducation par cas un terrain de jeu pour les apprentis sorciers qui sont tout côté au sorti, ils viennent vider pour nous des bagages qui n'ont aucun rapport avec nous. Parce que, pas oublier, il y a eu la réforme... La réforme Bernard, vous voulez dire, non? Bernard, c'était en 1980. Il y en a eu d'autres. Il y a eu, si on prend la réforme de 1946, ensuite, il y a eu la réforme Bernard, c'était en 80, mais il y a eu avant ça. Si nous prenons, par exemple, le concordat, le fameux concordat que le gouvernement a signé avec le Vatican. Vous savez, à l'intérieur de ce concordat-là, c'était la plus grande mystification, la plus grande destruction du pays et des ressources du pays. Parce qu'avec cette histoire du concordat, il fallait que les parents des enfants soient mariés. Mais pas mariage civil, ils ne reconnaissaient pas les mariages civils, il fallait qu'ils soient mariés à l'église. Et pour qu'un enfant fréquente l'école, il fallait que l'enfant soit baptisé et communié. Et nous connaissons très bien, nous-mêmes, régime matrimonial, nous, c'est le concubinage, c'est le plaçage. Ça veut dire 90% de monde pas à l'école parce que les parents n'ont pas mariés. Et vous connaissez que dans la paysannerie, il y a une croyance qui voulait que Mounio paraît même marier l'église parce que vous sentez l'enterrement dans l'église. Donc, Mounio a eu pile hésitation pour aller marier l'église. Parce que dit, pour marier l'église, vous avez 2 ans là, mariage a crasé l'amour. C'est peut-être sans pile, monde pas rentrer l'église puis aller marier. Donc, quand vous mariez comme ça, ils ont fait mariage civil, ils ont fait mariage dans leur communauté, et il y avait les communautés vaudou. Ils ont célébré mariage, mais ces gens-là n'étaient pas reconnus pour que leurs enfants aient accès à l'éducation par le concordat. Donc, c'est la première grande discrimination qui a cassé l'impulsion donnée par ceux qui sont passés avant. Maintenant, après le concordat, il y a eu d'autres réformes. Il y a eu la réforme Bellegarde. C'était là, c'est la réforme qui est arrivée avec 1915, avec les Américains. Donc, ils venaient avec un lot de bagailles, ils venaient avec la chrétienté, c'était les églises chrétiennes. Et il fallait que les vaudouisants ne pas aller dans l'école, les gens qui étaient catholiques ne pas aller dans l'école. C'est comme à chaque période de notre histoire, nous avons eu des mainmises sur notre système éducatif et ça se répète encore aujourd'hui. Donc, la vraie réforme qui nous a aidés, c'était en 1946. Donc, avec cette réforme-là, on a pu ouvrir les écoles qui étaient avant ça interdites aux femmes. Les filles ne pouvaient pas aller à l'école. Et puis, il y avait aussi, avec la réforme Bellegarde, c'était l'école de Terrivé, l'embrevet, ils étaient campés. Filles n'ont pas de droit à aller à l'école plus loin que le certificat. Et tout le monde était canalisé vers la professionnalisation. Donc, pour qui ça? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu que le jeune haïtien aille plus loin. Mais maintenant, quel système vous pensez que tu es capable de mieux adapter à notre réalité? Un système pensé par des Haïtiens, défini par des Haïtiens en fonction des besoins prévisibles d'Haïti. D'Haïti parce que donc, ça gagne là, ça vous faire jeter dans la poubelle? Moi, je ne vais pas jeter dans la poubelle net, je ne vais pas flusher, je prendrai quelques éléments. Par exemple, si on prend... moi, je trouve qui est vraiment incroyable que 88% de l'ensemble des écoles soient non publiques. Là, nous disons non publiques, ils mettent toutes catégories confondues, ils mettent les écoles conréganistes, les écoles privées, les écoles borlettes, les entreprises scolaires, ils mettent tout ensemble. Donc, en nous essayant de renverser vapeur là, comme dans tout pays sérieux, normalement, c'est 88% du système de l'ensemble des écoles qui aurait dû être public. Et le 12% privé, comme dans tout système, il y a des écoles privées, il existe des écoles privées. Mais étant donné que nous avons l'État sensu, l'État formé des conscients qui juste contenté de vivre de leur poste. Ils ont nommé au ministre, ils ont nommé aussi, ils ont nommé ça. Et puis, ils ont juste contenté de vivre leur état de ministre, de vivre les avantages rattachés à leur poste. Et, moun sa yo, au timon des affaires, ils ont arrivé à un point côté de déranger d'autres personnes qui veulent intervenir dans le système. Tu vois? Donc, il faudrait qu'on laisse l'éducation en dehors de la politique. Il n'est pas normal
que ou l'on pays côté que ou attend que cabinet a sorti. Ou attend cabinet a sorti Ça veut dire pour connaître qui est ce ministère le bagay, qui est ce ministère le bagay et puis des fois c'est des illustres inconnus. Et puis vous retrouvons avec m'a besoin de citer non monsieur X monsieur Y à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et puis cette personne-là vient faire ses premières armes en matière de gestion administrative. Parce que c'est pas parce qu'on fait un baccalauréat en psychologie, ça pas dit qu'on pas qu'à gérer un ministère, non. Mais c'est pas parce qu'on a un doctorat en psychologie, parce qu'on a un titre de docteur qu'il faut qu'à gérer au ministère de l'Éducation. Donc, il faut avoir une vision de l'éducation, une vision claire de l'éducation qui moun nou vle. Si moun nan depuis l'école, maman a vendre la pain, la vendre charbon, la vendre ça, la vendre, moi papa c'est ton boulanger. Donc le parent qui se saigne les veines pour le voir petite là à l'école et puis il dit comme ça que m'a gou ma petite là, m'a gou ma avec là peut-être l'aile grand la partie la voyer chercher. Le parent est déjà en ligne virtuellement des petites là la pousser mais pas pour payer non c'est pour chercher pour quitter pays. C'est ça qu'on observe maintenant. Nous avons des jeunes diplômés de l'école normale supérieure, nous avons des jeunes qui ont fait l'université qui se retrouvent au Pérou, au Brésil, au Chili à faire bête manger. Qu'est-ce que c'est que ça? On va où avec ça? 800 000 enfants. Si vous multipliez ça par 20, ou pas quelle quantité de cerveau nous perdu, ou pas quelle quantité de jeunes nous perdu, et puis ça se reproduit dans l'indifférence totale. On constate, à chaque été, on constate que oui, nous avons 80% qui pas réussi, nous faisons un examen de rattrapage, combien qui pas réussi, 10%. Mais il y a déjà des gens aujourd'hui qui commencent à sous ces points de crayon, il a fait budget sur le prochain baccalauréat. Que qu'on est qui prend un échec parce que nous planifions l'échec. L'échec est maintenu, programmé. C'est cynique. Les gens, les politiciens haïtiens, ce sont des cyniques, des narcissiques qui totalement inconscients du fait haïtien, de l'homme haïtien, parce que pas réaliser qu'il a détruit les ressources du pays. Oui, mais est-ce que le système éducatif là, est-ce que le pas justement refléter Haïti en soi? Ça a étillé en tant que pays. Ah mais bien sûr, parce que si ça n'a dit là, constat que nous faisons là, on les avait déjà fait en 86. Moi, en 90, on avait le même discours. Il faut faire quelque chose parce que ça ne peut plus continuer. Mais on n'a rien fait. On a eu des ministres, des directeurs généraux, etc. Ils ont changé de nom, ils ont changé de titre, ils ont le budget. Ou les belles machines, il y a la mode, c'est des forums, des symposiums, des rencontres dans les hôtels de luxe, etc. Il y a eu des grands intellectuels haïtiens de la génération de la réforme d'Artigue entre 46 et 60 qui ont fourni des ressources intellectuelles qui ont été capables d'aller enseigner au Canada, en Afrique. Ce qui a choqué les Belges parce qu'ils étaient les colons et puis c'est Haïtiens qui viennent montrer, Congolais, parler. Et puis les Français étaient là, mais ont bien saisi, les Canadiens aussi, c'est Haïtiens, c'est des cerveaux haïtiens qui allaient instruire moun à l'extérieur. Où sont passés ces gens-là? En pile là-dedans. Maintenant, ils ont plus de 70 ans, ils sont partis, ils n'ont pas envie de tourner, non, ça n'a pas gardé là, parce que l'éducation t'en vaut. L'éducation t'en vaut la nation. L'heure où on jeunesse, au pays, enfance pays abandonné, jeunesse pays abandonné, la force vive, les 25-40 ans du pays sont abandonnés. Où est-ce qu'on veut aller avec ça? Parce que c'est comme le système, ça après le système éducatif haïtien, ça a toujours été la vache à lait de nos dirigeants. De nos nommés, moi je les nommer parce que c'est gado tant de oups c'est un tel et un tel là c'est yon moun son main son bras qui réussit fait que c'est lui yo déposé côté yo déposé là. Donc ce qui est pire après la réforme d'Artigue qui était fait les grands intellectuels des années 60 après ça nous retombé encore nous retombé jusqu'en 2000 en 80 il y a eu la réforme Bernard parce que le français regardez ouais haïtien a brillé à l'extérieur sans que ce n'est pas eux qui ont formé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés pour re-rentrer dans le système.
Mais il y a des personnes qui se sont opposées. Le Sénégal, quand les Français sont arrivés avec leur histoire de fondamentale, etc., le Sénégal s'est opposé. Ils ont dit non, ils ne pas voulu, parce que ils n'ont pas voulu retourner. Non, ils voulaient que ces réformes d'articles, la réforme haïtienne, la réforme de d'articles, qui s'appliquent chez eux. Et maintenant, Français a venu, ils créent IPN pour nous. IPN, Institut Pédagogique National, côté que ils dit que ils vont pousser le créole. Ils vont pousser le créole, tout le monde doit apprendre le créole, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait accès à cet outil qui a été ouvert par la réforme d'article de la connaissance universelle. Ils ont venu, ils ont refermé nous, ils ont enclavé nous dans l'histoire du créole. Le pire, c'est que monsieur Latortue lui-même, en juillet 2004, là, il a rencontré Chirac. Et c'est là que nous avons hérité de notre beau programme de fondamental. Ils ont ajouté 3 ans sous épaule haïtien, alors que dans le système français, il faut 12 années pour rentrer à l'université. Nous-mêmes, ils ont ajouté 3 ans sous épaule par an, parce qu'ils savent très bien que l'État ne répond pas au niveau éducatif pour les enfants. Ce sont les parents. Donc, vous-même, vous avez fait 7 ans primaire, moi-même tout. Et avant d'aller à l'école, nous avons passé les dégrossis. Car un monde qui montre nous ABCD, qui montre nous compter de 1 à 10, etc. On était prêts pour l'école primaire. Et dans notre sac, il y avait 3 manuels. Quand il y a dans la première année, il y a 14 manuels dans la valise. On s'en va où avec ça? Donc, quand il y a là, ils ont venu, ils ont ajouté, ils ont dit 7 ans, il pas assez. Il pas assez, il faut que vous mettez pour nous toujours. Ils ont venu, ils ont décidé qu'il y a pour nous fondamental 1, 2, 3. Fondamental 1, première, deuxième, troisième, quatrième année, fondamental 2, cinquième, sixième année, et ils ont refilé nous un fondamental niveau 3, qui 7e, 8e, 9e. Qu'est-ce que ça fait, Wendell? Ça fait que, si mon haïtien, il fait 6 ans primaire, en plus, il fait 3 ans le jardin d'enfants. Ça a déjà fait le 9. Ensuite, quand il y a là, il a dit que il peut rentrer dans le secondaire. Et les Haïtiens étaient là. Ils ont accepté. Nos ministres étaient là. Ils ont été complices de ce massacre. Ils ont refilé les Haïtiens 3 ans de plus. Quand il y a là, ils ont une démagogie à régler là, après les 9 ans de fondamental. Maintenant, l'enfant rentre au secondaire 1. Vous comprenez? Alors que le petit français, le petit canadien, il est en secondaire 4. Donc, le petit haïtien, après la 9e année, il est en secondaire 1. Et au secondaire, par là, il a duré 4 ans. Eh bien, fin fait 4 ans secondaire là. Prends papier ça. Allez en France. Allez au Canada pour essayer d'avoir l'équivalent de leur secondaire. Jamais. C'est un massacre. On a fini avec les 4 vérités que vous souhaitez partager avec le public de Métropole. OK. Moi, la première. Pourquoi? Moi, je suis une lanceuse d'alerte. Je ne prétends pas détenir les réponses à toutes les questions. Je vois, j'observe et je lance. Pourquoi un enfant qui, après 16 années d'études, réussit passer examen magouille que les baccalauréats, pourquoi le même mois où l'État le confirme qu'il a réussi, pour qui ça même l'État s'est amendé pour aller passer l'examen pour avoir accès à l'université d'État? Ça ne se fait nulle part. Parce qu'au Québec, depuis que mon enfant fait secondaire, il réussit secondaire, il s'en va directement au cégep. Il n'a pas à rentrer dans aucune sous-structure pour accéder au niveau supérieur parce que l'État fait qu'il y passe. Donc, première question, c'est ça. Deuxième question, pour qui ça, système ça, qui a bail échec, 80 000, 800 000, 120 000 timoun qui pas passé, pour qui ça, nous kembe système ça. On ne garde pas une formule qui a échoué. Il faut qu'on arrête. Ensuite, ma troisième question. Où sont les responsables de cette affaire qu'on appelle le système éducatif qui a abandonné famille, qui a abandonné père et mère de famille dans ça yo yé là. Il n'y a pas aucun contrôle sur qui manuel si mon a observé
en dedans du ministère là, même le ministre n'a pas dit qu'il livre qui est dans l'école. Il n'est pas capable. Parce qu'il y en a trop. Vous voyez, en Colombie, il existe le cartel de la drogue. En Haïti, il existe le cartel du livre. Où l'État n'a pas dit, moi, je des livres subventionnés, et puis c'est en septembre, on va l'argent. C'est pour dire combien on va quels sont les critères d'admissibilité, comment on a fait pour joindre, et puis, ou supposé dire ça depuis vers le mois de mai de l'année qui s'achève, pour que les écoles puissent inclure leur manuel dans la liste des parents. Vous comprenez? C'est comme on se moque des gens. Ensuite, quatrième, Monsieur le ministre de l'Éducation, le 7 juin dernier, j'ai été visité par deux messieurs qui se disaient responsables d'un programme qui s'appelait En Aller, En apprendre à écrire. Monsieur a fait un contrat, même j'ai été fait avec une centaine d'autres directeurs d'école, que le ministère là pral bail livre pour première et deuxième année, il pral former professeurs, etc. Donc, nous avons été rappelés le 19 août, pour nous faire dire que le ministère a changé d'idée. À 2 semaines de l'ouverture des classes, monsieur le ministre, on a retiré ces manuels de nos listes. On a dit aux parents qu'ils n'avaient plus besoin d'acheter des livres, que le ministère de l'Éducation nationale allait les donner. Maintenant, à 2 semaines, vous avez changé d'idée. Maintenant, quel est votre message pour ces parents-là? Parce que je vous entends dire qu'on donne la subvention, etc., des bons anonymes de $500. Qui adresse pour m'aller? Qui côté ça passer? Quels sont les critères? Parce que moi-même, nous avons fait un contrat pour nous bailler mon première, deuxième année livre. C'est moi qui porte l'odieux de votre irresponsabilité, monsieur le ministre. Je voudrais savoir comment vous et moi, comment nous allons faire pour que ces enfants-là aient accès au manuel que vous aviez promis avec le programme En Aller, financé par la USAID au coût de 10 millions. J'attends. Et c'est à ce point-là qu'on met un terme aussi à l'émission? Si tu veux... À moins que vous ayez un dernier mot. Un dernier mot, je dis que le système... Il faut qu'Haïti ait son système éducatif conçu par des Haïtiens, par des nationaux, pour former des nationaux. Et mis en œuvre aussi par des nationaux. Par des nationaux. La personne peut arriver, comment tu dire, ouais, j'ai venu, ils ouvrent l'église, et puis même l'église, ils ouvrent l'école. Est-ce que nous allons faire ça à la faillite? Alors, on doit se poser la question. Pourquoi Haïti est devenue la prostituée de l'international? Merci beaucoup, Madame Madeleine Bégon-Fawcett. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. À la rubrique Le Point de Métropole, et nous, à côté, gagnant pile bagaille sous conscience, côté vous en dégager. J'en ai tellement encore. Oui. J'en ai encore. Cela fera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de ce moment partagé. Et j'espère qu'on aura la possibilité de se rencontrer et de se parler. D'éducation, parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Merci encore une fois. Nous allons observer la pause et au retour, on accueillera M. Chenet de la Digicel qui nous parlera justement de DigiConnect. DigiConnect dans le cadre de la foire technologique de Digicel Business qui devra donc se tenir cette semaine. Merci de l'intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, Monsieur Chenet Bien-Aimé, et qui va nous parler de cette activité. La foire technologique de Digicel Business, ce sera cette semaine. DigiConnect. Et Monsieur Bien-Aimé, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Télé et Radio Métropole. DigiConnect, c'est quoi? DigiConnect, l'annonce est faite cette semaine. Donc, c'est une foire technologique qu'organise Digicel Business en association, en partenariat avec certains de ses grands partenaires internationaux. Je pourrais citer quelques-uns d'entre eux, très brièvement, si vous me le permettez. Allez-y. Je pourrais citer Avaya, Cisco, Huawei, Fortinet et certains partenaires locaux également, tels que Compa IT, Surtab, Train Media et j'en passe. Nous parlons de foire technologique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on aura à exposer?
Donc, à cette foire technologique, il y aura 2 volets. Il y aura un volet exposition. Le volet exposition, à ce volet exposition, les différents intervenants auront la chance d'exposer ce qu'ils offrent, certains de leurs gadgets, produits. Et le second volet, il y aura le volet formation, séminaire, workshop, où ces intervenants où nos invités auront la possibilité de pouvoir participer à ces séminaires où des sujets les plus variés seront traités, tels que la sécurité. Vous savez que c'est plus que jamais d'actualité, la question de la sécurité. Ou la construction de réseaux, comment construire un réseau, comment sécuriser un réseau. Et ensuite, ce sera l'occasion aussi, plus que jamais, pour la Digicel de faire découvrir une nouvelle facette de son identité, car pour plus d'un, ils ont comme l'impression que l'horloge du temps s'était arrêtée pour la Digicel, que la Digicel c'était uniquement un simple opérateur de téléphonie mobile. Eh bien non, la Digicel a grandi, la Digicel s'est développée et le portefeuille de produits et services de la Digicel s'est énormément agrandi, où il y a de nombreux services que nous offrons déjà à la clientèle. Eh bien, ceux qui seront à la foire auront la chance de rencontrer les ingénieurs, les vendeurs de Digicel Business et ils auront beaucoup plus de détails sur ces nouveaux produits et services. L'activité concerne qui? Les utilisateurs de téléphones portables ou bien ceux qui ont une certaine connaissance en matière technologique? Qui est concerné par cette activité? Au prime abord, comme vous pouvez le comprendre, donc c'est les compagnies qui sont là, aux côtés des ingénieurs, des responsables de Digicel Business. Moi qui suis un simple utilisateur de téléphone portable, ce ne sera pas mon affaire, non? Ce sera votre affaire parce qu'il y a Huawei, par exemple, qui est là. Huawei qui est un des grands fabricants, le 3e fabricant mondial de téléphonie mobile. Huawei sera présent. Donc, par exemple, comment utiliser de manière optimale son téléphone mobile, etc., son smartphone, comment rentabiliser ce smartphone, parce que vous avez un smartphone en main maintenant, ce n'est pas un simple appareil téléphonique que vous avez en main. Donc, ça peut vous servir, c'est un outil que vous avez en main. Donc, comment l'utiliser de manière optimale? Aura-t-on la possibilité de découvrir des opportunités d'affaires à travers cette activité, puisque l'activité porte quand même l'empreinte de Digicel Business, les opportunités seront Digicel Business à découvrir. D'accord. Je crois que d'abord, il faudrait peut-être que je prenne, si vous m'accordez une ou 2 minutes, prendre le temps de définir ce que c'est que Digicel Business. Parce que j'ai comme l'impression que pour plus d'un, le concept n'est pas tout à fait clairement défini, n'est pas clairement compris, ce que c'est que Digicel Business. Alors, comme vous le savez, au départ, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Digicel, le temps nous fait la guerre, comme vous pouvez le comprendre. Donc, Digicel, au départ, c'était la téléphonie. En 2006-2009, Digicel, c'était uniquement la téléphonie. Donc, Digicel a évolué, comme je le disais tout à l'heure, et Digicel, maintenant, se lance dans l'Internet mobile, l'Internet fixe, mais aussi Digicel offre d'autres services comme le data center, comme les SMS en vrac, comme par exemple lors des dernières élections, vous avez vu comment certains ont eu recours à nos services pour les robocalls et tout ce que nous pouvons offrir comme services variés. Donc, de manière à rendre l'équipe beaucoup plus efficace, à être l'équipe plus proactive, la direction de la Digicel avait compris la nécessité de réunir sur un même plateau des ingénieurs chevronnés et des vendeurs aguerris. Voilà ce que c'est que Digicel Business. Donc cela nous permet d'apporter une réponse plus efficace en un temps record à la clientèle qui en fait la demande. Alors, si je dois reformuler ma question d'une autre manière, il y aura des exposants. Tout à fait. Il y aura des compagnies à cette activité. Bien sûr. L'intérêt maintenant pour le simple citoyen ou bien quelqu'un qui est branché business à se présenter dans cette activité. Sera-t-il possible pour le simple citoyen ou bien l'homme d'affaires en herbe de trouver des opportunités? Des opportunités, certes.
Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, donc Digicel Business, certes, est la cheville ouvrière de cette foire, de ce salon technologique, mais Digicel Business réalise cette foire en partenariat avec ces grandes compagnies-là dont j'ai cité quelques noms tout à l'heure, et Avaya, Cisco, etc. Donc, ce sera l'occasion pour ces entrepreneurs en herbe, ces capitaines de start-up dont on parle tant ces derniers temps, de pouvoir dialoguer, de pouvoir se frotter à ces experts qui seront là, qui seront là pour eux pendant 2 jours à l'hôtel Marriott, pendant 2 jours, 14 et 15 septembre, et où ils auront l'opportunité exceptionnelle de pouvoir leur parler, de pouvoir agiter avec eux les questions les plus pertinentes qui tournent autour de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et comment ils peuvent utiliser cette technologie pour la mise sur pied de leur entreprise, pour le développement de leur entreprise et aussi pour le développement de notre pays. Car vous le savez, monsieur Wandel, donc il y a de ces pays qui, il y a de cela quelques années, à peine quelques décennies, étaient confrontés au sous-développement, à l'analphabétisme, par exemple. Je pourrais citer le cas de l'Inde, je pourrais citer le cas de la Corée du Sud. Eh bien, ces pays-là, c'est grâce à la technologie que ces pays ont pu non seulement, en un temps record, régler le problème de l'analphabétisme, mais amorcer un décollage. Et là, maintenant, vous le savez que la Corée du Sud, c'est un géant. Donc, je crois que la Corée arrive au 7e rang mondial, comme parmi les grandes économies mondiales. Est-ce qu'il y aura des modalités de participation à la foire? Il n'y a pas de frais de participation, il n'y a absolument rien à payer. Donc nous avons lancé les invitations, mais comme je vous le dis, donc c'est des business solutions qui seront proposées. Donc tout d'abord, comme vous l'avez dit, ce sont les entrepreneurs que nous avons invités, les chefs d'entreprise, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, et aussi les entreprises du secteur public sont aussi invitées, sont attendues à cette foire durant ces 2 jours. Donc c'est des invitations formelles ou bien Des invitations formelles, comme vous pouvez le comprendre, M. Théodore. Donc l'espace dont nous disposons étant ce qu'il est, donc nous n'aurons pas la possibilité d'accueillir tout le monde. Bien entendu, il eût été vraiment intéressant pour nous d'accueillir le plus de monde possible, vous etc. attendez combien de gens? Bon, 500 et 1000 1000, ça ferait notre affaire, parce que plus il y aura de gens à venir participer, à venir écouter, à venir nous rencontrer pour savoir ce que nous faisons, ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous leur promettons pour l'avenir. Donc je pense qu'ils sont bienvenus. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs d'une telle activité? Réunir ces grandes compagnies, vous avez une attente? Très certainement. Laquelle? Très certainement. Je dois vous dire, M. Théodore, il y a quelque chose qui est préoccupant. Donc, le sous-développement, c'est pas une fatalité. Hein? Donc, comme je le disais tantôt, donc, de ces pays qui étaient confrontés au problème et qui ont pu s'en sortir. Donc, et comme je vous le dis, donc, un pays qui maintenant, au XXIe siècle aujourd'hui, rate le train de la modernité, eh bien, comme des civilisations ont disparu, ça on l'a connu, eh bien, ce pays-là risque justement de s'effondrer. Donc, c'est une occasion unique pour nous de dire aux capitaines d'entreprise qui seront présents, aux petites et moyennes entreprises, aux responsables publics qui viendront nous rejoindre, qui seront au Marriott les 14 et 15, que la technologie, c'est la solution du futur. Avec la technologie, les entreprises qui aujourd'hui sont confrontées à certaines difficultés, tant sur le plan de la mise sur pied du réseau, de la consolidation de leur réseau, de la sécurisation de leur réseau, nous avons des solutions pour ces gens-là. Comment justement prendre en charge, nous avons la capacité de prendre en charge l'entreprise, certains soucis que ces capitaines peuvent avoir, eh bien, nous avons la capacité de les prendre en charge, de leur rendre la vie plus facile et aussi leur laisser plus de temps pour pouvoir penser stratégie, penser le développement et la croissance de leur entreprise. Parce que maintenant, vous le savez, donc, avec le cloud, donc maintenant, plus question de penser au backup en fin de journée, etc. Donc, nous pouvons vous offrir le cloud backup, par exemple.
Donc l'entreprise en fin de journée qui ferme sa journée, eh bien, donc le backup se fait de manière automatique et l'entreprise, que survienne une catastrophe naturelle, un cyclone ravageur ou bien un séisme destructeur, etc., eh bien, nous pouvons vous offrir un data center. On s'en charge. On s'en charge, on peut héberger votre serveur, etc. Eh bien, la catastrophe survient, eh bien, dans les 24 heures, et vous pouvez vous rebondir sur vos deux pieds et redémarrer. Donc, c'est tout ça. Et comme je vous le dis, je reprends. Donc, j'ai comme l'impression que certains de nos clients, ou peut-être de membres de la population, ignorent jusqu'à présent que la Digicel avait un tel savoir-faire. Merci, monsieur Bien-Aimé, Chenet Bien-Aimé, d'avoir répondu à l'invitation. Le rendez-vous, c'est pour les 14 et 15 septembre au Marriott Hotel. Et à partir de quelle heure? Pendant toute la journée? À partir de midi. Et puis, les invitations sont lancées. Donc, je rappelle les dates encore, 14 et 15 septembre au Marriott Hotel. Pour la participation, donc, il y aura un ticket par jour qui permettra aux invités d'accéder aux différentes salles qui seront disponibles. Et donc, vous êtes cordialement invité, M. Théodore, nous vous attendons. Merci. Je vous souhaite du succès. Je vous en prie, M. Théodore. Merci encore de m'avoir invité. C'était un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre deuxième invité, monsieur Chenet Bien-Aimé. Merci de l'accueil, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.